Toutes les quelques années, quelqu'un annonce la mort du dollar. Un politicien prononce un discours, une puissance rivale se racle la gorge, signe un accord commercial dans une autre devise, une banque centrale achète plus d'or, un gros titre déclare que l'ère de la domination financière américaine touche enfin à sa fin. Et puis, une crise survient. Les marchés paniquent, les investisseurs cherchent refuge, les banques se battent pour obtenir des liquidités, les banques centrales préparent des lignes de crédit d'urgence, et d'une manière ou d'une autre, après tous les discours sur la fuite du dollar, le monde se précipite à nouveau vers le dollar, comme s'il avait oublié la rupture. C'est l'étrange pouvoir du système du dollar. Il est détesté, critiqué, haï, et on prédit constamment son effondrement. Mais il reste le langage financier de la peur mondiale. Bienvenue sur l'Historien financier, où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent, et où rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Le dollar n'est pas seulement la monnaie de l'Amérique. C'est la première erreur que font les gens. Si le dollar n'était que la monnaie utilisée à l'intérieur des États-Unis, le remplacer serait difficile, mais pas mystérieux. Les pays pourraient simplement commercer davantage dans leur propre devise, détenir plus d'or, construire de nouveaux systèmes de paiement et passer à autre chose. Mais le système du dollar n'est pas seulement une devise. C'est un marché de la dette, un réseau bancaire, une machine à sanctions, un langage commercial, une habitude de valeur refuge, une architecture financière soutenue par l'armée et l'une des formes de levier les plus puissantes de l'histoire moderne. Les pays n'utilisent pas le dollar parce qu'ils aiment les États-Unis. Ils l'utilisent parce que le système qui l'entoure est difficile à remplacer. Ce système n'est pas né du jour au lendemain. Il est issu de la guerre, de l'épuisement et de l'effondrement des anciens ordres monétaires. En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait encore rage, les délégués de 44 nations alliées se sont réunis à Bretton Woods, dans le New Hampshire, pour concevoir l'architecture financière du monde d'après-guerre. L'Europe était dévastée. La Grande-Bretagne était affaiblie. Une grande partie de l'Asie avait été déchirée par la guerre. Les États-Unis, en revanche, en sont sortis avec une capacité industrielle inégalée, une portée militaire énorme et la majeure partie des réserves d'or officielles du monde. C'était pas seulement une force économique, c'était une gravité monétaire. Le monde avait besoin d'un ancrage, et l'Amérique avait l'or, les usines, les banques et le pouvoir de le fournir. Dans le cadre du système de Bretton Woods, les autres monnaies étaient liées au dollar américain, et le dollar était convertible en or à 35 $ l'once. Cet arrangement a fait du dollar le centre du système monétaire mondial. Sur le papier, il était discipliné par l'or. Dans la pratique, il était soutenu par la puissance américaine. Les États-Unis pouvaient fournir au monde les dollars dont il avait besoin pour le commerce et les réserves, tandis que les autres pays pouvaient être sûrs que ces dollars avaient un lien avec l'or. C'était élégant, ambitieux, et comme beaucoup de systèmes monétaires élégants, il a fini par se heurter au petit inconvénient de la réalité. Dans les années 1960, les États-Unis dépensaient, sans compter, la guerre du Vietnam, les programmes sociaux ambitieux, les engagements de la guerre froide et les créances mondiales croissantes en dollars ont exercé une pression sur ce lien avec l'or. Les gouvernements étrangers détenaient de plus en plus de dollars, et certains ont commencé à se demander si l'Amérique avait réellement assez d'or pour honorer la promesse qui les sous-tendait. La France, sous Charles de Gaulle, s'est particulièrement fait entendre pour critiquer ce qu'elle considérait comme le privilège exorbitant des États-Unis, la capacité de payer ses obligations mondiales dans sa propre devise. Lorsque vous pouvez émettre l'argent dont tous les autres ont besoin, la frontière entre la responsabilité et la tentation devient très fine. Puis, en août 1971, le président Richard Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en or. Ce fut le choc Nixon. En théorie, cela aurait dû être une catastrophe pour la domination du dollar. L'ancrage avait disparu. La promesse avait été rompue. La monnaie de réserve mondiale n'était plus liée à l'or comme autrefois. S'il y avait une médaille d'or pour l'improvisation monétaire, Washington se serait tenu fièrement sur le podium tout en insistant sur le fait que l'événement était temporaire. Mais il s'est passé quelque chose de remarquable. Le dollar n'a pas disparu. Il s'est adapté. Le monde n'a pas abandonné le dollar car le dollar était déjà devenu bien plus qu'une créance sur l'or. Il était devenu le centre du financement du commerce, des opérations bancaires, des réserves, de la tarification du pétrole, de la dette internationale
et de la liquidité mondiale. Le dollar a perdu l'or et a gagné quelque chose de plus utile, la dépendance. C'est là que le système moderne du dollar commence véritablement. Après 1971, la puissance du dollar ne reposait plus sur une conversion fixe en or. Elle reposait sur la profondeur des marchés financiers américains, en particulier le marché des bons du Trésor, la taille de l'économie américaine, la portée des banques américaines, le rôle central du dollar dans le commerce mondial, et le fait que, lorsque la peur apparaissait, les investisseurs faisaient toujours davantage confiance aux actifs américains qu'à presque n'importe quoi d'autre. L'or avait été l'ancien ancrage. La dette américaine est devenue le nouveau. Cela semble étrange au premier abord. Comment la dette peut-elle être une source de pouvoir? Mais dans la finance mondiale, la réponse est simple. La dette de l'un est l'actif de l'autre. Les titres du Trésor américain sont devenus l'actif refuge préféré au monde parce qu'ils étaient abondants, liquides, largement acceptés et soutenus par le pouvoir de taxation et la crédibilité du gouvernement des États-Unis. Les banques centrales pouvaient les détenir, les fonds de pension pouvaient les détenir, les banques pouvaient les utiliser, les investisseurs pouvaient s'y réfugier en cas de panique. Le marché du trésor est devenu un parking mondial pour la peur, l'épargne et les excédents de capitaux. C'est pourquoi remplacer le dollar est si difficile. Pour remplacer le dollar, vous n'avez pas simplement besoin d'une autre monnaie. Vous avez besoin d'un autre système suffisamment grand pour absorber des milliers de milliards de dollars en réserve, en paiements commerciaux, en émissions de dettes et en flux d'urgence. Vous avez besoin de banques disposées à opérer par son intermédiaire, vous avez besoin de crédibilité juridique, vous avez besoin de marchés de capitaux ouverts, vous avez besoin de confiance en temps de crise, vous avez besoin d'un marché des obligations d'État suffisamment profond pour que le monde puisse y entrer et en sortir sans casser les portes. C'est pas un slogan, c'est une infrastructure. Aujourd'hui, la part du dollar dans les réserves mondiales a diminué par rapport à son apogée, et cela a son importance. Le dollar n'est plus aussi dominant qu'il l'était au sommet de l'ordre américain d'après-guerre. Selon les recherches de la Réserve fédérale, le dollar représentait environ 58% des réserves de change officielles mondiales divulguées en 2024 contre environ 72% en 2001. Ce déclin est réel, mais la domination restante l'est tout autant. L'euro, le yen, la livre sterling et le renminbi sont tous importants, mais aucun d'entre eux n'a remplacé le rôle combiné du dollar en tant qu'actif de réserve, monnaie d'échange, monnaie de financement et refuge en cas de crise. Le dollar a perdu un peu d'altitude, il n'est pas tombé du ciel. Le marché des changes affiche la même tendance. Le commerce mondial des devises est colossal, avec un chiffre d'affaires quotidien qui se mesure en milliers de milliards. La Banque des règlements internationaux a rapporté que le chiffre d'affaires quotidien moyen d'échange a atteint environ 6 milliers de milliards de dollars en avril 2025. Cette ampleur vous indique quelque chose d'important. L'argent mondial ne reste pas simplement immobile dans les coffres des banques centrales. Il se déplace constamment à travers les banques, les entreprises, les investisseurs, les couvertures, les transactions, les dettes et les réseaux de paiement. À l'intérieur de cette machine, le dollar reste le rouage principal. Parce que le dollar est si profondément ancré, il confère aux États-Unis un type de pouvoir que la plupart des empires de l'histoire auraient envié. Les anciens empires contrôlaient des ports, des colonies, des mines, des routes commerciales et des systèmes fiscaux. Les États-Unis contrôlent quelque chose de plus abstrait mais incroyablement puissant, l'accès à la tuyauterie financière du monde. Étant donné qu'une si grande partie de la finance mondiale touche à la compensation en dollars, aux banques américaines, aux marchés de capitaux américains ou aux institutions soumises au droit américain, Washington peut imposer des sanctions d'une portée inhabituelle. Il peut geler des actifs, restreindre des banques, faire pression sur des intermédiaires, cibler les flux pétroliers, limiter l'accès à la technologie et amener les entreprises du monde entier à se poser une question brutale. Faire des affaires avec ce pays, vaut-il la peine de perdre l'accès au système du dollar? C'est pourquoi les pays éprouvent du ressentiment face à la domination du dollar. Ce n'est pas seulement une question de fierté, c'est une question de souveraineté. Si les réserves, les banques, les exportations d'énergie ou les routes commerciales d'un pays dépendent d'infrastructures influencées par Washington, alors l'indépendance financière de ce pays est conditionnelle.
La Russie l'a compris plus vivement après son invasion de l'Ukraine en 2022, lorsque les gouvernements occidentaux ont gelé d'importantes parties des réserves de change de la Banque centrale russe. Ce moment a envoyé un message bien au-delà de Moscou. Les réserves n'étaient pas simplement des économies neutres. Dans de bonnes conditions, elles pouvaient devenir des actifs politiques piégés à l'intérieur du système de quelqu'un d'autre. Pour les pays déjà sous sanctions, comme l'Iran, la leçon était familière. Pour la Chine, elle était stratégique. Pour de nombreux marchés émergents, c'était troublant. Si votre richesse est stockée dans des actifs contrôlés ou influencés par une puissance rivale, à quel point est-elle vraiment en sécurité ? Cette question a alimenté les achats d'or, les accords commerciaux en monnaie locale, les systèmes de paiement alternatifs et les discussions constantes sur la dédollarisation. Le désir d'échapper au dollar n'est pas imaginaire. C'est l'une des tensions financières déterminantes de notre époque. Mais vouloir s'échapper n'est pas la même chose que de s'échapper. C'est là qu'une grande partie de la conversation sur la dédollarisation devient bâclée. Il est facile d'annoncer un accord commercial dans des devises locales. Il est plus difficile de créer un système de réserve mondiale de confiance. Il est facile de critiquer les sanctions américaines. Il est plus difficile de construire une infrastructure financière à laquelle les entreprises, les banques centrales et les investisseurs font confiance en cas de panique. Il est facile d'acheter de l'or. Il est plus difficile d'utiliser l'or pour régler le commerce mondial quotidien à une vitesse moderne. L'or peut conserver de la valeur, mais il n'offre pas un réseau bancaire mondial, un marché de garantie profond, ni la même capacité à absorber des flux énormes en temps de crise. L'euro est le principal rival le plus proche à bien des égards. Il est largement utilisé, adossé à une grande économie et soutenu par des marchés financiers sophistiqués. Mais l'Europe n'est pas un seul État fiscal. Elle ne possède pas de marché de la dette souveraine unique équivalent au bon du Trésor américain. La dette allemande, la dette italienne, la dette française, la dette espagnole, ce ne sont pas les mêmes choses. La fragmentation politique a de l'importance. Lors d'une crise, la question n'est pas simplement de savoir si les investisseurs font confiance à la monnaie, c'est de savoir s'ils font confiance au système qui se trouve derrière elle pour agir avec rapidité, unité et force. Le renminbi chinois présente un problème différent. La Chine est un géant manufacturier, un géant du commerce et un acteur central de l'économie mondiale. Mais le renminbi n'est pas totalement ouvert de la même manière que le dollar l'est. Les contrôles de capitaux, le risque politique, la transparence limitée et la volonté de l'État de gérer les flux financiers restreignent tous son rôle en tant que monnaie de réserve mondiale. Pour devenir le centre de la finance mondiale, un pays doit permettre au monde de détenir, de déplacer et parfois de fuir sa monnaie. C'est un compromis difficile pour tout État qui valorise le contrôle. Et Pékin valorise le contrôle, discrètement, systématiquement et avec très peu d'intérêt à prétendre le contraire. C'est la contradiction au cœur du système du dollar. Les pays les plus désireux d'affaiblir la domination du dollar ne veulent souvent pas offrir l'ouverture qui a rendu la domination du dollar possible. Ils veulent le pouvoir d'une monnaie de réserve sans la vulnérabilité qui accompagne le fait de laisser le monde l'utiliser librement. C'est compréhensible. C'est aussi limitatif. Ainsi, le monde ne se dirige pas vers un remplacement net du dollar. Il se dirige vers une réalité plus désordonnée, une diversification partielle. Plus d'or dans les portefeuilles des banques centrales, plus de transactions réglées en dehors du dollar dans des corridors spécifiques, plus d'accords bilatéraux, plus de systèmes de paiement régionaux, plus de tentatives pour isoler les flux financiers des sanctions, plus de pays cherchant des portes de secours. Mais des portes de secours ne sont pas la même chose que l'entrée principale. Et quand le bâtiment prend feu, les gens courent généralement vers la sortie qu'ils connaissent déjà. C'est le pouvoir psychologique du dollar. En période de calme, les gouvernements parlent d'indépendance. En temps de crise, l'argent recherche la sécurité, la liquidité et la rapidité. Il ne se soucie pas des discours. Il ne vote pas sur des questions d'idéologie. Il fuit. Lors de tensions mondiales, les investisseurs veulent souvent des dollars, non pas parce que les États-Unis sont sans défaut, mais parce que le système du dollar est familier, liquide et suffisamment profond pour faire face à la panique. Chaque crise devient un test pour les alternatives, et jusqu'à présent, les alternatives n'ont pas réussi à la même échelle. Cela ne signifie pas que la domination américaine est permanente.
C'est là que l'autre facette de l'histoire a son importance. Le système du dollar est puissant, mais pas invincible. Sa force dépend de la confiance, et la confiance peut être abusée. Si les États-Unis utilisent les sanctions de manière trop agressive, les pays chercheront plus activement des voies de sortie. Si la dette américaine augmente sans discipline, les investisseurs pourraient remettre en question sa crédibilité à long terme. Si un dysfonctionnement politique menace la fiabilité des marchés du trésor, le monde s'en rendra compte. Si des rivaux construisent lentement des alternatives crédibles, le rôle du dollar peut s'éroder avec le temps. Les empires monétaires s'effondrent rarement en une seule scène dramatique. Ils se dégradent à travers les habitudes, les exceptions et les changements discrets de confiance. C'est ce qui rend le moment actuel si important. Le monde n'a pas besoin de se réveiller un matin et d'abandonner le dollar pour que le système change. Il peut changer lentement, un peu plus d'or par-ci, un peu plus de règlements en yuan par-là, quelques pays supplémentaires évitant l'exposition au dollar lorsque cela est possible, plus de transactions pétrolières structurées par des canaux alternatifs, plus de banques centrales se diversifiant à la marge, plus de gouvernements se demandant si la dépendance au dollar est un risque stratégique. Au début, ces mouvements semblent infimes. Puis un jour, on regarde en arrière et on réalise que les fondations ont bougé pendant que tout le monde débattait de la question de savoir si l'effondrement se produirait demain. Mais pour l'instant, le dollar reste central, parce qu'il résout un problème qu'aucun rival n'a résolu à grande échelle. Où le monde garde-t-il son argent lorsque la peur apparaît ? Cette question compte plus que le ressentiment. Elle compte plus que les conférences de presse. Elle compte plus que les accords commerciaux symboliques. Le système financier mondial n'est pas construit autour de l'approbation morale. Il est construit autour de la liquidité, de la confiance, de l'habitude et du pouvoir. Et les gens ordinaires ne sont pas en dehors du système. Ils vivent à l'intérieur de ses conséquences. Lorsque le dollar se renforce, les pays ayant contracté des dettes en dollars ressentent la pression. Les biens importés peuvent devenir plus chers. Les devises des marchés émergents peuvent s'affaiblir. Les banques centrales peuvent augmenter les taux d'intérêt pour défendre leur taux de change. Les gouvernements peuvent réduire leurs dépenses ou emprunter davantage juste pour stabiliser le système. Les ménages le ressentent à travers l'inflation, les salaires, les prix des carburants, les prix des denrées alimentaires, les coûts des prêts immobiliers et la lente érosion de la richesse réelle. Le système du dollar peut sembler être quelque chose qui appartient aux banquiers centraux et aux ministres des Finances, mais ses effets atteignent le supermarché, la pompe à essence et la mensualité de crédit. C'est pourquoi il s'agit d'un problème d'éducation financière, et pas seulement géopolitique. Pour comprendre l'argent et le pouvoir, vous devez comprendre que les monnaies ne sont pas neutres. Elles portent le poids des institutions, des armées, des marchés de la dette, des systèmes juridiques, des réseaux commerciaux et de la mémoire collective. Une monnaie devient puissante lorsque les gens croient que d'autres personnes l'accepteront demain. Le plus grand avantage du dollar n'est pas la perfection, c'est le fait que tout le monde s'attend à ce que tous les autres en aient encore besoin. C'est aussi pourquoi la liberté financière ne peut pas se construire sur des slogans. Si vous croyez que le dollar dominera pour toujours, vous ignorez l'avertissement de l'histoire selon lequel tout ordre monétaire finit par changer. Si vous croyez que le dollar va s'effondrer d'une minute à l'autre parce qu'un pays rival a annoncé un nouvel accord de paiement, vous ignorez la profondeur du système que vous essayez de remplacer. Les deux sont des erreurs financières. L'une confond la domination avec la permanence, l'autre confond la colère avec une alternative. La véritable leçon est plus froide et plus utile. Le système du dollar survit parce qu'il est structurel. Il est tissé dans la dette, le commerce, les réserves bancaires, les matières premières, les sanctions et les comportements en temps de crise. On ne lui échappera pas par de simples discours, mais il peut être affaibli par une utilisation excessive, l'arrogance, l'irresponsabilité fiscale et la lente construction de portes de sortie crédibles. Le privilège de l'Amérique est énorme, tout comme la tentation d'en abuser. La frustration de tous les autres est réelle, tout comme leur dépendance. Un empire monétaire ne survit pas parce que tout le monde l'admire. Il survit tant que tout le monde a encore besoin des portes qu'il contrôle. C'est la vérité dérangeante derrière le système du dollar auquel tout le monde veut échapper. Le monde peut en vouloir au dollar. Il peut s'en diversifier à la marge. Il peut chercher des alternatives avec une urgence croissante.
Mais jusqu'à ce qu'un autre système puisse offrir la même combinaison de liquidité, de confiance, d'échelle et de refuge en cas de crise, le dollar reste la monnaie que les gens critiquent en plein jour et vers laquelle ils courent pendant la tempête. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire a les réponses. Je vais vous montrer où chercher.